Un plan serré sur le visage d'Hillary Clinton, la silhouette imposante de dos de Donald Trump, des extraits de reportages qui s'enchaînent à grande vitesse et les mots des éditorialistes américains qui résonnent. FBI, mail, décision, droit, enquête, regret, conséquences politiques. Séquence ultra rythmée avant le silence, avant un gros plan sur la façade du département de la justice où est inscrit « Là où finit la loi, commence la tyrannie ». Mais suis-je en train de regarder le début d'un documentaire ou d'une nouvelle série ? I was on the way to winning. It was, in fact, a big October surprise. That's not the FBI. That's not what the FBI is supposed to do. It is clear they have no idea what... Bienvenue dans Série-Land, zoom sur The Comey Rule et sur l'image du président américain dans les séries. Série-Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Celles qui sont dans l'actualité, comme Undoing et Moloch cette semaine, sur lesquelles nous reviendrons en détail à la fin de cet épisode, mais aussi celles qui portent un regard sur l'actualité de notre monde. Je m'appelle Eva, je dévore les séries, surtout quand elles participent au débat de société, décryptent les mécaniques de pouvoir par exemple. La politique américaine est un fabuleux terrain de jeu en ce sens, et la Maison-Blanche, une inépuisable source d'inspiration pour les créateurs de séries. À quelques jours des élections présidentielles aux États-Unis, avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Margot Barallon et notre voix Patrick, on a choisi de replonger, entre autres, dans les scénarios d'House of Cards, de VIP, de À la Maison-Blanche, mais aussi dans les séries où apparaît Donald Trump. Pour bien comprendre les enjeux décrits dans ces fictions, il nous fallait un invité qui connaisse parfaitement la vie politique américaine et qui soit aussi fan de séries. Corentin Célin coche toutes les cases. Professeur agrégé d'histoire, il scrute l'actualité de la Maison-Blanche pour le site d'information lesjours.fr et offre des analyses extrêmement pertinentes sur Twitter. Pour débuter cet épisode avec lui et toute la bande de Série-Land, on s'est penché sur la nouvelle mini-série de Canal+, The Comey Rule, 4 épisodes adaptés du best-seller de James Comey, ex-directeur du FBI. Série-Land, épisode 15. Bonjour Corentin Célin. Bonjour. Bonjour Margot. Bonjour. Question en préambule, Corentin Célin. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de regarder une série quand vous scrutez l'actualité politique américaine et d'autant plus depuis l'élection de Donald Trump ? Et si oui, dans quel registre on est ? On est dans la comédie ou dans le thriller ? Ou dans le drame ? Alors ça, c'est vraiment très intéressant parce que il faut jamais oublier que Donald Trump, c'est un homme qui vient de la télé. Sa dernière activité professionnelle avant la présidence, c'est d'avoir été pendant presque une quinzaine d'années l'animateur d'une télé-réalité donc, qui était The Apprentice. Mais pas seulement, puisqu'on doit rappeler aussi que s'il n'avait pas gagné en 2016, s'il n'avait pas été élu, on sait aujourd'hui que son principal projet était peut-être de monter une télévision. Alors évidemment, il faut peut-être garder raison parce que Trump a beaucoup de projets, ne les mène pas toujours à terme, mais il avait vraiment ce projet-là. Et donc c'est un homme de télévision et qui effectivement a transformé la vie politique en une sorte de fiction qui est souvent plus incroyable que la fiction elle-même. Alors je prends un exemple très récent qui m'a beaucoup marqué. Lorsqu'il est revenu aux affaires après sa maladie, après la Covid, oui. Quand il a songé sérieusement, et c'est Maggie Haberman du New York Times, donc vraiment une source très sérieuse qui le rapporte, il a songé sortir sur le balcon de la Maison-Blanche et tout à coup dévoiler un t-shirt de Superman pour révéler sa force retrouvée. Et ça, on voit bien qu'il a complètement aboli la frontière entre réalité politique et écriture de la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, il écrit une fiction qui serait une sorte de À la Maison-Blanche dont Trump serait le personnage principal. Ce qui est assez raccord avec sa vie, puisqu'il a sans arrêt réinventé sa vie, avec lui comme personnage principal, dans de nouvelles activités. Il a d'abord été promoteur immobilier, puis après il a fait les casinos, les matchs de boxe, après il y a eu il y a un storytelling incroyable autour de sa personnalité. Oui, c'est comme des saisons. Et en fait, Trump à la présidence, et ça peut-être qu'on le verra plus tard quand elle sera achevée, c'est une forme c'est une saison en fait, c'est une saison de la vie de Trump, c'est Trump à la présidence. Et effectivement, il y a quelque chose de l'écriture fictionnelle dans sa façon de mettre en scène sa présidence. Moi, j'ai un peu peur de la saison 2, pour tout vous dire, si on est vraiment dans ce genre de raisonnement. Corentin, on avait besoin de vos lumières parce que Canal+ diffuse à partir du 29 octobre la mini-série The Comey Rule. C'est le
parcours de James Comey, qui était directeur du FBI de 2013 à 2017, nommé par Obama, viré par Trump, et qui a dû gérer notamment 2 grandes crises, 2 grandes affaires, à quelques semaines des élections en 2017, l'affaire des emails d'Hillary Clinton et l'ingérence russe dans l'élection de Trump. Corentin, vous avez vu ces 4 épisodes. Votre verdict ? C'est très intéressant, c'est de très bonne facture, hein. Il y a vraiment des moyens, il y a des gueules très connues des séries américaines, on a vraiment un casting très solide, évidemment avec Jeff Daniels dans le rôle de Comey et Brendan Gleeson, c'est très intéressant, qui offre une des premières incarnations de fiction de Trump, un des premiers Trump de fiction, donc ça c'est important, hein, ce seuil-là qui est franchi. Donc on a un produit de très bonne facture, mais 2 limites à mon sens. Premièrement, et vous le disiez, on est parfois plus dans le docu-fiction que dans la véritable fiction. C'est-à-dire que, effectivement, pour se remettre à jour sur toute l'affaire russe avec Trump, c'est excellent. La fiction en tant que telle y perd parfois. Et la deuxième chose, et ce qui m'a frappé le plus, c'est que beaucoup d'Américains trumpistes ne pourraient se reconnaître dans ce récit-là. C'est-à-dire que c'est justement, beaucoup vont dire « Ah oui, mais ça, c'est le point de vue des démocrates ». Moi, je trouve que c'est très juste historiquement. Comme c'est fondé sur le livre de Comey, ça donne peut-être un trop beau rôle à James Comey, même si on sent que les réalisateurs de la série ont veillé peut-être par rapport au livre de Comey à ne pas lui donner trop le beau rôle. On voit par exemple qu'il a sans doute voulu trop jouer avec Trump. Tout à fait. Ouais. Il a voulu trop jouer avec Trump, trop jouer au malin, et ça c'est bien mis en valeur. On va y revenir parce que c'était vraiment une des questions fondamentales que je voulais aborder avec vous. Pardon pour la petite précision, on dit Comey ou Comey ? Comment vous le prononcez ? En français, on peut dire les deux. On peut dire les deux. Oui, il n'y a pas de problème. On garde James Comey, ça vous ennuie pas ? Non, pas de problème. Voilà, comme ça, comme j'ai commencé comme ça, on va finir comme ça. Moi, je partage votre analyse, Corentin, mais je conseille d'avoir été quand même très fasciné par les détails de chaque entrevue entre James Comey et, par exemple, Barack Obama au moment de sa nomination. You garnered a lot of attention for taking on the mob as prosecutor and defending the DOJ in 2004. I suppose that's true. Do you need a lot of attention? It's not a huge driver for me. No interest in politics down the line? None. Good. Politicians are awful. Advisor of mine says you were an outstanding deputy AG. Thank you. He also says you can be self-righteous and morally superior. Your advisor sounds like an excellent judge of character. Dialogue savoureux donc, au cours duquel notamment Barack Obama demande à James Comey s'il souhaite se lancer en politique. Jamais, lui répond le directeur du FBI, et le président de renchérir. Tant mieux, rien de pire qu'un homme politique. Corentin, cette série, vous en parliez, est-ce qu'elle est l'adaptation fidèle du livre de James Comey, qui a été un best-seller aux États-Unis, où elle se permet quand même certaines libertés et de réadapter un peu le récit pour l'équilibrer un peu plus? Je pense qu'elle est assez fidèle au récit de Comey, mais vraiment avec peut-être cette exception, c'est que pour ne pas tomber dans le plaidoyer et la construction d'un personnage héroïque par rapport à l'anti-héros Trump, on voit quand même, je pense, que les scénaristes et le réalisateur ont essayé de montrer, mais c'est par touche ténue, que Comey, à partir du moment où Trump entre en jeu, rate sans doute la particularité qu'a Trump, la façon très particulière qu'il a d'appréhender les gens, les personnes. Et on le voit bien dans les épisodes 3 et 4, à partir du moment où Trump est un des personnages de la série, Comey se trompe dans la manière qu'il faut d'aborder. D'ailleurs, alors ça c'est très bien rendu, on le voit, certains de ses proches au FBI lui disent « fais attention, fais attention, fais attention ». Et il se dit « mais non, c'est bon, je vais le gérer ». Sous-entendu, je suis plus intelligent que lui. Et on voit la double erreur qu'il a fait, c'est-à-dire sans doute de se croire plus intelligent et plus fort que le président, et surtout de vouloir installer un tête-à-tête avec Trump, que Trump recherchait justement, et qui sortait des règles traditionnelles du FBI. Et de ce point de vue-là, ça c'est présent dans son livre, mais c'est moins développé. Donc je pense il y a quand même eu un travail pour ne pas faire une sorte de martyr Comey qui serait un héros face à Trump. Et c'est ce qui permet, au final, d'avoir une série un petit peu moins univoque que ce qu'elle aurait pu être. Comment il est perçu aux États-Unis, James Comey ?
C'est démocrate républicain, c'est très partagé. Ouais. Oui. Alors c'est tout un héros pour les démocrates et un traître pour les républicains. Alors en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour les démocrates, il est vu comme l'homme qui a parlé, comme l'homme qui a résisté en quelque sorte, qui a un pouvoir autoritaire, brisant les normes de l'état de droit. Et pour les républicains conservateurs qui suivent Trump, c'est un homme qui a voulu abattre un président légitimement élu et qui menait une boutique, comme dit souvent Trump. Trump, il dit cette boutique pourrie qui est vermoulue, qui était le FBI, et qui aurait utilisé les moyens du renseignement, enfin du contre-espionnage en l'occurrence, contre le président élu. Margot, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de la série ? Moi, j'ai beaucoup aimé dans le sens où j'ai le nez sur l'actu en permanence. Et finalement, même en ayant le nez sur l'actu en permanence, cette histoire d'email, elle est quand même extrêmement complexe à saisir. Je trouvais que c'était un bon résumé. Et effectivement, je suis d'accord, on est quasiment plus dans le docu-fiction que la fiction, mais il y a un côté quand même très bien écrit et qui vous emmène dans cette histoire quand même assez fascinante, qui moi m'a beaucoup plu. Je suis entièrement d'accord avec vous, Margot. Et puis, je trouve qu'il y a un autre élément qui est intéressant dans The Comey Rule, c'est les relations entre James Comey et sa femme. Alors, qui sont, là, pour le coup, on sent que c'est des éléments de fiction, des éléments vraiment de série, qui n'étaient pas a priori dans le livre, mais ça, vous me le direz peut-être, Corentin Célin. Et sa femme qui défend avec force, d'ailleurs, la candidature d'Hillary Clinton. On écoute un extrait. Now, I would never ask you to prosecute someone or not prosecute someone in my life. I wouldn't do that. But you have 4 daughters. Now think about what it would mean for them to see a woman become president. Now think about what it would mean for them to see her lose to him. And you would have to live with that. And they would have to live with that forever. Please don't make it seem like my choices are between loving my daughters or doing my job. This is not your job. Swinging elections is not your job. But protecting the bureau is. No, you went there to put bad guys away. Alors, dans cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est l'épouse de James Comey qui explique à son mari à quel point l'élection d'Hillary Clinton, une femme à la présidence, est importante pour elle, pour ses filles, à quel point une enquête, en fait, sur les emails de la candidate pourrait être catastrophique. Et la réponse de James Comey, c'est de dire « N'oppose pas mon amour pour les filles à mon boulot ». Et on sent alors à quel point il est difficile pour lui de concilier son rôle de directeur du FBI et sa vie personnelle. Corentin Célin, est-ce que vous avez trouvé des accents de véracité dans ces scènes de fiction où on le voit avec sa femme ? Oui, parce qu'il faut souligner que sa femme s'est aussi exposée médiatiquement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où lui s'est exposé médiatiquement, à partir du moment où il est devenu justement cette figure de résistance qui avait été virée par Trump et où il a dû témoigner au Congrès, sa femme a beaucoup parlé dans les médias. Elle a été très présente. Elle est très présente aussi, lui, dans le récit qu'il fait de sa vie au FBI, etc. Donc ça, de ce point de vue-là, c'était réaliste. C'était un couple très solide. C'était sa copine d'université. Enfin voilà, c'est vraiment un couple américain très traditionnel. Et ce que les scénaristes ont voulu rendre là, et ce qui est tout à fait crédible, c'est comment vous êtes directeur du FBI ou chef du FBI, vous avez aussi une famille, vous avez aussi le soir des conversations, vous êtes pas des Américains coupés qui vivent dans une bulle, dans une thébaïde. Et ça, c'était très bien rendu. Ça donnait effectivement un aperçu sur cette décision très compliquée qu'a eu à prendre Comey, je vais y arriver, que cette décision très difficile qu'il a eu à prendre, tout d'abord, de savoir comment annoncer qu'il ne poursuivait pas, qu'il ne demandait pas de poursuite contre Hillary Clinton pour ses courriels, ce qui, à l'époque, au début de l'été 2016, a été acclamé par les démocrates et vilipendé par Trump. Et quelques mois plus tard, parce qu'il s'était mis dans cette situation, il faut le rappeler, à la fin octobre 2016, quand il y a des éléments potentiellement nouveaux qui arrivent, d'éventuellement nouveaux emails qui sont découverts par la bande, je dirais, eh bien, Comey doit réouvrir l'enquête. Et à ce moment-là, c'est acclamé par Trump et vilipendé par Clinton. Et évidemment, il doit confronter ses décisions publiques avec, effectivement, une forme de tribunal privé. Mais je pense que c'est le cas de tous les grands hauts fonctionnaires ou grands serviteurs de l'État. Oui. Margot ? Par ailleurs, moi, je trouve que ces séquences-là sont très intéressantes, justement parce qu'elles introduisent de la nuance dans le personnage qui apparaît extrêmement
rigide dans le cadre privé, alors qu'effectivement, alors la série, c'est un peu le problème, épouse quand même beaucoup son point de vue, donc il est quand même assez glorifié, et puis il y a une mise en scène, une musique qui rend ça, et le voir comme ça... de cette rigidité en privé apporte de la nuance qui est bienvenue, je trouve, d'un point de vue vraiment de la fiction, quoi. Oui, et puis il se fait secouer un peu par sa femme, ça fait du bien aussi de le voir dans ce rôle-là, quoi. Mais elle l'a dit, elle l'a dit à plusieurs fois, elle soutenait Hillary Clinton, elle voulait absolument, elle l'a dit en médias, donc là, de ce point de vue-là, c'était parfaitement réaliste. Vous nous avez parlé des personnages, des acteurs qui incarnent chacun des personnages. Excellent Jeff Daniels, en tout cas, je trouve. Et puis Brendan Gleeson, donc, qui interprète Trump. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'était à la fois une des principales attentes, évidemment. On est tous là. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué parce que surtout, c'était une des premières, interpréter Trump, un Trump de fiction. Je dirais que l'allure d'ensemble y est, mais dès qu'on le voit en mouvement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que je pense... il est trop rond et pas assez carré. C'est-à-dire que Trump... non, mais Brendan Gleeson a un côté un peu joufflu, etc. Alors, bien sûr, Donald Trump n'est pas connu pour être très svelte, mais on oublie souvent quelque chose, c'est que c'est une immense carcasse. Il fait plus d'1,90 m, c'est quand même un gabarit. Et il a quelque chose de très carré un petit peu dans les mâchoires, etc. Et là, quand Brendan Gleeson, il y avait quelque chose de plus rond dans le visage qui était un peu troublant, parce que l'allure générale y était, il n'y a pas de problème. Mais dans le détail, je pense que ça pouvait être plus proche. De la difficulté à savoir s'il faut vraiment faire de l'imitation ou pas. Je pense qu'il est un peu entre les deux et ça devient très compliqué. Et est-ce que finalement Donald Trump n'est pas le pire personnage à incarner? Il est tellement too much lui-même. Oui. Est-ce qu'on n'est pas obligé de verser dans la caricature? Moi, je me suis posé la question en regardant la série. C'est extrêmement difficile. Même juste en faisant le moins, c'est déjà tellement trop. Oui, alors, il y a surtout dans le dernier épisode, il rend quelque chose, Brendan Gleeson, mais justement, et ça rejoint ce que vous dites, parce qu'il en fait quand même un personnage extrêmement pervers dans son rapport à Comey, extrêmement pervers, extrêmement manipulateur. Et c'est toute la question toujours sur Trump. Est-ce que Trump est pervers délibérément, manipulateur délibérément, ou est-ce que en fait c'est plus une forme de Mister Magoo qui contrôle pas vraiment ce qu'il fait? Et là, il a choisi plutôt l'option retors, très pervers. Ouais, donc c'est et donc très intelligent. Parce que moi, c'est ce que j'en retiens aussi, c'est que finalement, on le voit sous un autre angle, Donald Trump. Parce que je pense qu'avec nos yeux de Français, on le prend un peu pour un imbécile. Et dans la fiction, on voit ce côté manipulateur qui nous laisse penser que tout ça est très, très calculé. Et d'ailleurs, Margot, je crois qu'il y a un passage qui t'a marqué aussi. Enfin, mais moi aussi, qui m'a marqué également. Dans l'épisode 3, c'est le moment où Donald Trump dîne en tête-à-tête avec James Comey. Et c'est vraiment, en fait, le moment où on comprend que Comey va prendre la mesure du personnage, notamment lorsque Donald Trump lui confie qu'il écoute moins ses conseillers que les présentateurs télé. La question ne se posait pas chez Trump Organisation. Je faisais presque tout moi-même. Les gens croient qu'on était nombreux, mais c'est moi qui faisais tout. Maintenant, je suis entouré de tous ces conseillers stupides qui croient m'avoir fait élire. Mais vous savez qui j'écoute? Les présentateurs. Ils doivent faire l'audience tous les jours. Un conseiller peut se tromper et garder son boulot, pas à la télé. Est-ce que finalement, c'est pas ça le parfait résumé de Donald Trump? Est-ce qu'il reste pas un homme médiatique avant d'être un homme politique? Ah si, c'est effectivement ce que ça montre bien. Donc toujours cette, qu'on a évoqué en introduction, toujours cette fascination pour la télévision, qui est le monde dont il vient. Qui est le monde aussi où il a beaucoup de contacts, parce qu'il faut jamais oublier que Donald Trump est quelqu'un qui n'est pas très liant, qui a très peu d'amis, et donc très logiquement, là où il a beaucoup de contacts, c'est le milieu où il a évolué les 15 dernières années, c'est-à-dire la télévision, beaucoup de contacts avec des exécutifs des médias, des responsables, des hauts responsables, des présentateurs, par exemple. On sait que quelqu'un comme Tucker Carlson, qui est le présentateur ultra-conservateur d'une des tranches les plus regardées sur Fox News, il a la ligne directe, quoi. C'est-à-dire qu'il a la ligne directe avec Trump. On sait qu'il a eu une importance sur certaines décisions de politique étrangère. Donc oui, il reste un homme de télé. Et pourquoi il adore la télé? Et ça le rendait très bien, parce que Donald Trump, le monde est divisé en deux catégories, les winners et les losers.
Lui, évidemment, est un winner absolu. Et à la télé, ce qu'il adore, c'est que c'est les audiences. Parce que justement, celui qui fait de l'audience, ça veut dire qu'il est bon. Celui qui ne fait pas d'audience, c'est un tocard. Et donc, pour lui, ça correspond à cette vision du monde très presque darwinienne des gagnants et des perdants. Et pour lui, le monde de la télé, en ça, c'est merveilleux. Corentin Célin, s'il fallait un seul argument pour regarder, en une phrase, pour regarder The Comey Rule, qu'est-ce que vous diriez ? Je crois que ça a été très bien dit par Margot. C'est le meilleur résumé, le plus abordable sur tout l'enchaînement, les courriels de Clinton et l'affaire russe. C'est vraiment, et c'est très distrayant et bien plus que ne pourrait l'être peut-être sans doute un documentaire. Et Margot, un argument ? Comme je ne peux pas répéter la même chose, je dirais Jeff Daniels quand même, que moi j'ai beaucoup aimé. On est d'accord. Moi, de mon côté, je reconnais être tellement fascinée par la politique américaine que je me suis régalée à découvrir en fait les coulisses aussi de ce mois qui précède l'élection présidentielle. Et parce que je pense aussi qu'une série, elle est là aussi pour accroître notre culture générale. Je pense que The Comey Rule s'adresse typiquement aux férus de politique américaine pour appréhender dans le détail les relations entre l'FBI et la Maison-Blanche. Et puis donc, évidemment, comprendre ces deux affaires dont nous venons de parler. Alors évidemment, Corentin Célin, cette actualité américaine, elle nous a donné envie de regarder, voire de re-regarder des séries emblématiques qui ont fait de la Maison-Blanche le sujet principal de leur scénario. Et alors, premier constat, il y a beaucoup de séries qui traitent de la présidence américaine et sous des formes très variées, du thriller, du drame, de la comédie. En 1999, par exemple, on découvre l'aile ouest de la Maison-Blanche, The West Wing, nom de la série qui, pendant 7 ans sur NBC, va raconter le quotidien du président démocrate et de ses collaborateurs, avec dans le rôle principal du président Bartlett, le formidable Martin Sheen. Série extrêmement intéressante parce qu'elle va aborder tous les sujets qui font débat dans la société américaine. Il y a un extrait, moi, qui m'a marqué. Saison 2, épisode 3, le président prend à partie une militante catholique. J'adore votre émission. Surtout quand vous dites que l'homosexualité est une abomination. Ce n'est pas moi qui dis que l'homosexualité est une abomination, Monsieur le Président, c'est la Bible. Oui, c'est juste, dans le Lévitique. 18-22. Chapitre et verset. Cela dit, puisque vous êtes là, j'aimerais vous poser quelques questions. Je souhaiterais vendre ma fille cadette en esclavage ainsi que les yeux autorisés dans le chapitre 21, verset 7 de l'Exode. Elle est en 2e année de fac, parle l'italien et débarrassait tous les jours la table quand c'était son tour. D'après vous, combien je pourrais en demander ? Et pendant qu'on y est, puis-je vous poser une autre question ? Mon secrétaire général, Léo McGarry, insiste pour travailler pendant le Shabbat. Dans l'Exode, chapitre 35, verset 2, il est dit qu'il doit être mis à mort. Alors dites-moi, suis-je moralement obligé de le tuer moi-même ou puis-je le livrer à la police ? Encore une question vraiment importante, parce qu'il y a beaucoup de mordus de sport dans cette ville. Toucher la peau d'un porc mort rend impur. Chapitre 11, verset 7 du Lévitique. S'ils promettent de porter des gants, est-ce que les Redskins peuvent continuer à jouer au football ? Et l'équipe de Notre-Dame ? Et celle de West Point ? Tous les habitants de cette ville doivent-ils d'un commun accord lapider mon frère John pour avoir semé différentes semences dans le même champ ? Dois-je brûler ma mère lors d'une réunion de famille car elle a osé porter des vêtements faits de 2 espèces de tissus ? Réfléchissez bien à ces questions, voulez-vous ? À la Maison-Blanche, c'est 7 saisons, 155 épisodes à déguster en VOD. Vous connaissiez ce passage, Corentin Célin, et cette série ? Oui, je connais la série, que j'ai re-regardée récemment pour d'autres obligations pour le festival Cannes Série. J'ai un point de vue qui est un peu différent de beaucoup de spécialistes sur The West Wing. C'est à la fois évidemment indépassable, parce qu'il faut rappeler que c'est une série qui a rencontré un succès critique colossal, qui reste aujourd'hui 20 ans après. C'est un phénomène. Hein. Ouais, voilà, qui reste 20 ans après un monument de la série états-unienne, qui a participé, j'allais dire, après Urgence, il y a beaucoup de points de commun avec Urgence, à la présence de John Wells comme producteur, etc. Un peu aux lettres de noblesse de la série. C'est le moment où la série américaine devient un produit culturel, intellectuel, etc. Moi, personnellement, j'ai toujours trouvé qu'il y a un énorme défaut qu'on a bien entendu dans l'extrait, dans cette série, c'est que c'est quand même une série qui glorifie un président démocrate, libéral, progressiste, un saint homme, on l'a bien entendu, qui fait toujours le bien, qui réfléchit toujours quand il fait une erreur. À la fin de l'épisode, il en tire la leçon. C'est quand même, aujourd'hui, je pense surtout après 20 ans justement de développement de la fiction présidentielle et d'aperçu de la vie politique et de ses arcanes parfois peu ragoûtantes, ça paraît très idéaliste, très irénique comme vision et un peu orienté. La série est détestée par la droite américaine qui l'avait surnommée The Left Wing. Voilà, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est à la fois indépassable parce que l'écriture de Sorkin est magnifique, etc. Bien sûr. Le producteur, oui. Mais c'est quand même un petit peu
obsolète dans la façon de restituer une présidence. Et on peut se demander d'ailleurs si la vision défendue par The West Wing, extrêmement idéaliste, n'a pas enfermé beaucoup de démocrates, beaucoup de progressistes, dans l'idée que la présidence serait toujours occupée par des hommes élevés, qui ont une vision élevée de la politique. Et bon, maintenant la présidence, c'est Trump. Ce serait marrant que la fiction vienne Ce serait bousculer la conférer un réalité. grand pouvoir à la fiction, effectivement. Ouais. Oui, mais c'est quand même une série qui a marqué des générations de personnes qui sont aujourd'hui en politique, qui la citent à longueur de temps. Et chez les démocrates, il y a quand même eu longtemps cette idée qui a été confortée par Obama. Parce que, alors Obama, on y reviendra peut-être, lui, il correspond à un autre président de fiction qui l'avait un peu annoncé, c'est le président Palmer de 24 heures chrono. Oui. Et ce sont des figures magnifiques, vraiment... Vous êtes un cynique, Corentin. Des hommes héroïques, enfin vraiment admirables. Et simplement, à un moment donné, la démocratie, c'est aussi de pouvoir élire des hommes qui sont peut-être pas aussi admirables, pas aussi forts, pas aussi bien. Eh bien, transition toute trouvée, parce qu'aujourd'hui, impossible de parler de la Maison-Blanche et de politique américaine sans parler de Trump, on en a déjà parlé, mais notre sérivore Clémence Olivier a une nouvelle fois déniché une histoire croustillante à son sujet. Clémence Olivier, agent coulisses de Seriland. Les séries adorent s'emparer de la politique et anticiper ce qui pourrait se passer dans les années à venir. Parfois d'ailleurs, elles ont tout bon. C'est le cas de la série Suddenly Susan, Suzanne en français. En 1997, presque 20 ans avant l'élection de Donald Trump et 4 ans avant une autre série, Les Simpsons, elle avait imaginé le milliardaire en président des États-Unis. Cette série, lancée en 1996, j'imagine qu'elle ne vous dit pas grand-chose. Moi, je l'avais complètement oubliée. C'est une sitcom, elle nous emmène à la rencontre de Susan Keene, une journaliste qui tient une chronique sur sa vie de femme célibataire. Dans le rôle, on retrouve la comédienne Brooke Shields. Et cette fiction, elle a eu le nez creux donc. Ça se passe dans le dernier épisode de la première saison, diffusé en mai 97 sur la chaîne NBC. Dans la série, Vicky, une collègue et amie de Suzanne, cherche un investisseur pour lancer un nouveau magazine, Skazi. Elle rencontre Donald Trump, il joue ici son propre rôle. Pour le séduire, elle lui montre la une de son journal. On y voit une photo du milliardaire et en gros titre, une phrase. Sera-t-il notre prochain président ? Okay, kids, make it fast. I've got a plane to catch. We've created a magazine. Mr. Trump, we give you Skazi. Bon, de là à dire que Suddenly Susan a tout d'une pitié, c'est allé un peu vite en besogne. Depuis la fin des années 80, Donald Trump flirte avec l'idée d'une possible candidature. Cette question revient régulièrement quand l'homme d'affaires est invité sur un plateau télé, et c'est souvent. Et puis, c'est logique qu'on pense à lui comme futur commander-in-chief, car à la fin des années 90, le mania de l'immobilier est omniprésent à l'écran. Pour booster sa popularité, il avait joué son propre rôle dans une flopée de fiction, la comédie Maman j'ai raté l'avion, ou les séries Le Prince de Bel-Air et Une nounou d'enfer. À chaque fois, il roulait de mécanique. Donald Trump, je voudrais te présenter... Oh, mais qu'est-ce que je raconte ? Moi, je suis bête. Vous autres, les beaux milliardaires, vous vous connaissez depuis longtemps. Donald Maxwell Sheffield, je suis très heureux. Vous savez, Donald m'a vu à l'émission de Rosie et il veut m'emmener à une réception chez Hélène pour Demi qui fête l'anniversaire de Bruce, mais je veux pas paraître snob. Hello? I told you not to call me on this line again. That's better. Mais je peux vous donner une autre raison de trouver la séquence de Suddenly Susan notable. Sans le savoir, la série a fait rencontrer à Donald Trump celle qui deviendra l'une de ses plus ferventes opposantes, Kathy Griffin. Dans la série, la comédienne et humoriste jouait Vicky, celle qui demandait à Trump d'investir dans son magazine. Sauf que 20 ans plus tard, la tête du milliardaire ne lui revient plus du tout. En 2017, elle décide même de la lui couper, ou presque. Elle pose avec un masque ensanglanté à l'effigie du président. Rétrospectivement, c'est drôle d'imaginer que c'est elle, ou plutôt son personnage, qui lui aurait soufflé dans la fiction l'idée de se présenter. Donald Trump, animal médiatique, Corentin Célin. Vous connaissiez cette histoire de Suzanne ? Alors, je me souvenais de la série. L'épisode me dit quelque chose, mais pas bien. Mais oui, ça me parle un peu. Alors, une question plus sérieuse. Est-ce que ces apparitions sont anecdotiques ou elles ont vraiment conféré une aura médiatique à Donald Trump et ont participé, en fait, à son élection ?
Moi, je pense qu'elles nous disent surtout quelque chose qui est essentiel, c'est cette volonté de reconnaissance double de Trump. Premièrement, cette volonté d'être reconnu comme un milliardaire extrêmement riche, extrêmement plein de réussite, ce qui n'était pas du tout à l'époque de ce Donald Susan, puisqu'il faut se rappeler que c'était l'époque où il avait fait faillite, où il était vraiment en très grande difficulté financière. Et deuxième chose, oui, c'est cette volonté aussi d'être reconnu comme quelqu'un qui pourrait un jour faire de la politique, ce qui a très bien été dit dans le son, c'est-à-dire que il y vient plusieurs fois. Et ces apparitions qu'on appelle des caméos dans les séries, dans les films, on se souvient dans Maman, j'ai raté l'avion, etc. Ça participait d'une stratégie à la fois d'être reconnu publiquement et aussi de dire un jour je pourrais faire peut-être encore mieux que ce que vous pensez. Et ça correspondait souvent au moment où il flirtait avec la politique. Il a flirté en gros 88, 89, 90, où il fait un premier tour de piste. Là, à partir de 97-98, où il va se lancer dans l'aventure du Reform Party, il va être brièvement candidat à l'investiture du Reform Party en 99, sur une ligne d'ailleurs extrêmement progressiste, où il est, par exemple, pro-avortement, par exemple. Non. Ah si, à ce moment-là, c'est le moment où il se présente comme pro-choice en 98-99, et où il s'oppose au Reform Party. Il va avoir des propos très durs contre un autre homme qui se présentait dans ce tiers parti, qui était Pat Buchanan. Pat Buchanan qui est en fait celui qui l'a beaucoup inspiré aujourd'hui sur cette ligne nationaliste, xénophobe, etc. Et à l'époque, il le traitait de nazi. C'est bon. Et à chaque fois, effectivement, c'est vrai que ça correspond assez bien, ces petits tours en politique, ces petits coups de sonde, avec des apparitions médiatiques pour dire « moi, je pourrais peut-être faire autre chose », effectivement. Margot, quand on parle de politique américaine et de séries, il y a une série référente, tout de suite. House of Cards. Exactement. Évidemment. Et alors, pour vous, Corentin Célin, qui n'aimait pas les présidents parfaits, c'est la série parfaite, puisque donc c'est 6 saisons, 73 épisodes à voir sur Netflix, avec un couple devenu mythique, Robin Wright et Kevin Spacey, qui incarnent Claire et Frank Underwood. Ensemble, ils prennent d'assaut la Maison-Blanche, et alors attention, c'est vraiment la politique dans tout ce qu'elle a de plus vil. De consciencieusement et loyalement m'acquitter des devoirs de la charge que je m'apprête à investir. Que Dieu m'y aide. Que Dieu m'y aide. Et me voilà à portée de main de la présidence sans avoir jamais recueilli le moindre suffrage. La démocratie est tellement surcotée. Une phrase qui va devenir mythique. Hein. Là, ça fait partie des grandes phrases dans les séries. Alors, Corentin Célin, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une génération de démocrates qui avait été nourrie à la Maison-Blanche. D'un autre côté, une série comme House of Cards, très regardée, est-ce que ça peut avoir l'effet inverse, à savoir, ça montre quand même vraiment les aspects les pires de la politique. Est-ce qu'il y a de quoi en dégoûter ? Alors, je commence par préciser, parce que c'est une question d'honnêteté, que je n'ai pas regardé. J'ai regardé les premiers épisodes de House of Cards, mais je n'ai pas accroché pour une raison un peu due à mon âge, parce que moi, j'appréciais énormément la série originale, qui est une série britannique, qui m'avait beaucoup marqué, dont j'adorais l'acteur principal, Richardson, enfin bon, bref, pour plein de raisons. J'ai pas extrêmement accroché. Vous allez me trouver très embêtant. Mais en fait, là, c'est un peu l'excès inverse. C'est-à-dire que... C'est trop. C'est trop. C'est un reproche qui a été fait à la série. Le grand guignol politique avec moult violence, coups tordus, etc. Ça peut lasser aussi pour ce que j'en ai vu. Donc, c'était juste concernant la première saison. C'est devenu quasiment une catégorie dans les séries politiques, parce qu'on appelle ça les séries politiques à visée complotiste, en fait, parce que c'est un peu ça qui est décrit dans House of Cards. Oui, ce que j'en avais vu, effectivement, ça correspond à ça, mais ce que je voudrais pour répondre à la question de Margot, c'est encore trop tôt pour le dire, parce que c'est une série qui est encore maintenant, donc l'effet The West Wing a un effet maintenant... la patine du temps, c'est quand même quelque chose qui s'est arrêté il y a 15 ans, c'est vraiment une série dont on peut voir les effets, 15 ans après. Il faudra voir s'il n'y a pas une génération House of Cards, effectivement. Ce serait intéressant. Ceci posé, moi je trouve que ça, par contre, ça nous dit quelque chose sur l'impact. Peut-être que l'impact sera différent, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que The West Wing, c'est une des dernières grandes séries aussi, sur un des grands réseaux, sur un grand network, sur NBC, avec une diffusion nationale. C'est les séries, presque patrimoniales, les grandes séries on se rassemble à un moment donné sur un voilà. House of Cards, c'est la nouvelle diffusion, c'est les séries qu'on peut regarder quand on veut sur les plateformes. Donc, est-ce que l'impact est le même sur l'ensemble de la population ? Ça, j'en suis pas certain, mais ça vaut pour toutes les séries. Mais justement, c'est ça aussi la différence entre les deux. Alors moi, j'ai un petit faible pour une présidente.
La présidente. Cette saison, 65 épisodes aux côtés de Selina Meyer, interprétée avec brio par Julia Louis-Dreyfus. VIP, comédie très efficace qui devient d'ailleurs de plus en plus acerbe au fil des épisodes. Extrait des premières minutes de l'épisode 1 de la 5e saison. Il s'avère que le résultat est quasi inédit et qu'il y a une égalité parfaite du collège électoral. Bon nombre de spécialistes réclament une réforme de ces arcanes institutionnels nébuleux. J'aimerais conclure sur une note personnelle. Je suis infiniment honorée, même s'il y a égalité, d'avoir gagné le vote du peuple. Et même si l'attente peut paraître frustrante, je tiens à dire au peuple américain qu'il y a toujours quelqu'un à la tête du pays. Peu importe pour qui vous avez voté, je suis votre présidente. Merci à tous, que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. C'est bon ? Vous pouvez nous laisser ? Votre discours était merveilleux, madame. Ouais. Les 3 S, solidité, stabilité et simulacre. Ouais, j'ai oublié de remercier les électeurs de nous faire passer pour un pays de débiles. Putain, nos surfondateurs n'avaient pas entendu parler des nombres impairs. Les Grecs ont apporté 2 contributions à la civilisation. La première, la démocratie, la deuxième, l'enculade. J'ai essayé les deux, mais les deux sont dépassés, comme le jazz. Alors voilà, c'est le discours est un peu moins poli que dans House of Cards notamment. On est entre les victoires et les défaites aux élections. Le personnage de Selina Meyer rend compte en fait de tous les enjeux de pouvoir. Et derrière la comédie, c'est quand même surtout un regard très critique sur la politique américaine qui apparaît. Et dans cette scène, on a l'impression que c'est peut-être ce qu'on va vivre dans quelques jours, Corentin Célin, une égalité entre les deux candidats. On l'a déjà vécu dans l'histoire, mais... Oui, alors ça peut être possible, oui, effectivement, une égalité au collège électoral, puisque c'est 538 votes, et donc ça peut être 269 à 269, alors il y a des scénarios où ce serait possible. Bon, c'est pas quand même l'hypothèse la plus vraisemblable, mais effectivement, ça peut arriver. VIP, c'est très intéressant quant à la production. C'est une série qui est très intéressante quant à la production. Donc là encore, une série quand même destinée à un public, j'allais dire, plutôt... très éduqué, puisque c'est HBO, donc c'est quand même HBO qui est l'équivalent pour aller vite du Canal+, américain, qui a un public quand même de CSP+, donc on est quand même beaucoup sur de l'allusion, de la référence tout le temps. Là encore, c'est une série qui est très très populaire avec les jeunes et les personnes diplômées. Son impact sur la population on est d'accord. Voilà, oui. Là aussi c'est discutable, mais ce qui est bien par contre, c'est que là on est franchement dans la comédie, ça se prend pas pour autre chose, ça se prend pas au sérieux, et là le contrat est rempli quoi, de ce point de vue-là. On est d'accord. Corentin Célin, on finit toujours cet épisode de Sérieland avec 3 derniers conseils. Vous allez nous recommander une série que vous avez adorée, mais on va commencer avec la série de la semaine. On reste aux États-Unis, d'ailleurs. Margot, difficile de passer à côté d'Undoing, la nouvelle série à voir sur ECS. Oui, avec Nicole Kidman qui interprète Grace Sachs. Donc, c'est une psychothérapeute à succès qui passe son temps à sauver les couples. Et son mari, Jonathan, lui interprété par Hugh Grant, est médecin. Et donc, il sauve des enfants malades du cancer. Et quand ces 2 personnes ne sauvent personne, elles s'aiment et elles forment une famille a priori parfaite. On sent venir le problème. Évidemment, une famille parfaite ne fait pas une bonne série, il faut que tout s'écroule, et tout va s'écrouler lorsqu'Elena Alves, la mère d'un élève dans la même école que leur enfant Henry, est sauvagement assassinée. The community of the Tony Upper East Side Reardon Academy is in shock tonight over the gruesome discovery of a 4th grade mother found bludgeoned to death. Et donc, au même moment, Jonathan disparaît et Grace est donc obligée de se rendre à l'évidence de sa vie parfaite, il ne reste rien. Et surtout, Jonathan est devenu le principal suspect d'un meurtre. Grace, your husband is the lead suspect in a murder investigation. Alors, Margot, moi je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi j'ai été fascinée par la forme, par l'esthétique de la série. Il y a des plans larges qui succèdent aux gros plans sur les visages de Nicole Kidman et Hugh Grant notamment. Il y a une recherche esthétique remarquable, vraiment, et tout est dans le détail, parce que même les tenues de Nicole Kidman en sont le parfait exemple. Elles se fondent réellement dans le décor. Et dans le premier épisode, il y a une scène qui m'a particulièrement marquée. On voit une femme qui allaite son enfant. Donc scène qui apparemment devrait nous attendrir, sauf que la musique, la BO d'ailleurs est composée de morceaux de musique classique qui foutent la trouille, mais il n'y a pas d'autre mot.
Mais on sent qu'il y a une tournure dramatique à ce moment-là, donc sur cette scène d'allaitement, et que tout ça va basculer dans un thriller sur ce plan-là, uniquement sur ce plan-là. Et puis il y a 2 autres arguments pour moi, pour regarder Undoing. D'abord, la façon dont est filmé New York. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner ou d'y aller, pour ceux qui n'y sont jamais allés. Et puis Hugh Grant. Mais est-ce que j'ai besoin de développer là ? Non. Non, mais on est content de le retrouver. Exactement, voilà. Mais pour moi, Nicole Kidman reste une des meilleures actrices du monde. Donc... mais vous avez raison, Eva. Et d'ailleurs, la série en fait doit beaucoup à sa réalisatrice. C'est Susan Beer, c'est une Danoise, et elle a cette façon de filmer l'intime au cinéma avant de se plonger dans la série qui est vraiment très intéressante. Moi, je la conseille vraiment, la série The Undoing, à ceux qui aiment évidemment les thrillers léchés, les histoires de dissimulation, mais aussi la lutte des classes, parce qu'en fait, derrière cette histoire d'enquête, il y a vraiment une peinture sociale d'une férocité quasi jouissive. En fait, Grace et Jonathan, ils appartiennent à l'upper class new-yorkaise. Alors, les séries raffolent de cette upper class-là. Et vraiment, c'est ceux qui pensent mener une vie banale alors qu'ils payent $50,000 l'année pour l'école privée de leurs enfants. Hi, we're ready to start. Welcome, welcome, welcome. Et qui organisent, comme là, des enchères absolument ridicules dans ces mêmes écoles pour permettre à 2-3 familles latino de remplir les quotas diversité. Elle vend un verre d'eau, si je me souviens bien. Elle met aux enchères un verre d'eau à $1,000. Et vraiment, c'est comme ça une série qui va autopsier la bourgeoisie, qui n'a plus du tout les charmes discrets dont parlait Buñuel, mais plus une vacuité absolue que moi j'ai trouvée très réjouissante. Ah, je valide absolument. Corentin ? Juste pour les fans de Hugh Grant, dont on peut se réjouir, qui il semble se spécialiser dans les séries, et sur les séries politiques. Ne pas oublier son précédent opus, puisqu'il y a 2 ans, il a joué dans une mini-série de la BBC et d'Amazon Prime qui est vraiment excellente, sur un scandale qui a défrayé la politique britannique dans les années 70, ce scandale Jeremy Thorpe. Donc ça s'appelle A Very English Scandal, un scandale très britannique. Et c'est vraiment une série qui était excellente et où Hugh Grant cassait justement, assumait aussi le fait que il est maintenant, voilà, il prend de l'âge, il prend de l'âge, mais ça lui donne justement des palettes d'acteurs qu'il n'avait peut-être pas forcément quand il était plus jeune, et il est vraiment très très fort. Donc j'ai vraiment hâte de voir la série là. Vous pouvez y aller sur OCS. Voilà. Il y a 6 épisodes. 6 épisodes sur OCS. Et c'est absolument remarquable. Autre série à voir cette semaine, dans un autre genre, c'est Moloch. Arnaud Malherbe à la réalisation, qui arrive le 22 octobre sur Arte. Et la première scène donne le ton. Ce sont des instantanés. Un homme qui court sur une plage, un chauffeur de bus au regard effrayé, un autre qu'on voit de dos sur un escalator. Il écoute de la musique. Il va se retrouver dans un hall immense où les gens se pressent. Les extérieurs jour et les scènes intérieures sont dans les mêmes couleurs, jaune, marron. La musique est assez angoissante. Et puis tout à coup, de la fumée sort du cou de cet homme pressé et son corps entier prend feu devant les passants. À partir de là, un psy et une journaliste vont enquêter sur cette mort étrange et d'autres immolations. C'est une série noire où thriller et fantastique se mêlent, mais c'est une série surtout qui est très intéressante de ce qu'elle raconte de la société, de cette violence latente, permanente. Arnaud Malherbe l'a d'ailleurs écrite dans le contexte des attentats de 2015, et puis il avait été aussi marqué par un salarié de France Télécom qui s'était immolé sur un parking. J'ai rencontré Arnaud Malherbe lors du festival de Cannes Série dont vous parliez, Corentin, il y a quelques jours. Je lui ai demandé si parfois il ne se faisait pas peur en inventant en fait des histoires qui devenaient la réalité. Nous, on passe nos journées à imaginer et rêver. Donc on est constitués, nous, émotionnellement, politiquement, par ce qui nous environne. C'est ce que dit très bien Alain Damasio, l'écrivain de science-fiction. L'imaginaire peut être aussi quelque chose qui va devenir le réel, et l'imaginaire est quelque chose qui annonce peut-être aussi le futur. On a un peu bouclé la boucle par rapport à The Comey Rule, où on se demandait justement entre réalité et fiction. Moloch est une série en 6 épisodes à voir sur Arte ou sur arte.tv pour la binger le temps d'un week-end, comme on dit. Binger, c'est-à-dire rattraper tous les épisodes, enfin regarder les épisodes d'un seul coup. J'aime pas trop les anglicismes, alors autant l'expliquer. Mais on va terminer avec vous, Corentin, et votre recommandation. Vous avez choisi de rester dans la poétique américaine avec un petit bijou. J'ai vraiment adoré, même si je l'ai découvert un peu tardivement, puisqu'elle a déjà 1 an, mais The Loudest Voice, qui est l'adaptation de la biographie non autorisée qu'avait fait le journaliste Gabriel Sherman de Roger Ailes, qui était le fondateur, le démiurge de Fox News, qu'on retrouve Russell Crowe, qui s'est fait une tête pour le moins... On ne le reconnaît pas. Si vous ne savez pas que c'est Russell Crowe, vous pouvez, vous pouvez passer à côté. Vraiment une performance d'acteur, façon acteur studio. Il a pris du poids, je pense qu'il est aidé aussi par différents
différentes prothèses. Et c'est cette biographie de Roger Ailes et aussi la biographie en fait de Fox News et de sa place dans le conservatisme américain dans les années 2000 et aussi de cette transformation du conservatisme états-unien jusqu'à Trump. Alors Trump qui est un personnage des derniers épisodes mais qui n'apparaît jamais, un peu une sorte de personnage invisible. Et c'est vraiment, alors là j'ai trouvé une mini-série là, justement qui, tout en étant très juste historiquement, donc avec comme trame les scandales de harcèlement sexuel qui finissent par avoir la peau de Roger Ailes et par déstabiliser Fox News en 2016-2017. Là, on a une part fictionnelle qui est très intéressante avec vraiment des plans en particulier sur les scènes justement de vraiment, on pourrait presque évoquer des scènes de torture infligées par Roger Ailes qui sont vraiment très très marquantes et vraiment une fiction qui est passionnante sur ce qu'elle nous dit de l'histoire états-unienne, mais aussi parce que c'est une vraie fiction avec des choix forts du réalisateur. Je vous propose la bande-annonce. Nous sommes aux côtés de l'Amérique. Nous devons orienter les informations, pas seulement les traiter. Génie des fake news, fondateur de Fox News, Russell Crowe et Roger Ailes. Souffler sur les braises du racisme et des théories du complot. Il faut donner à la population ce qu'elle veut. J'ai parlé au président. Nous souhaiterions avoir votre aide pour la suite. Je veux qu'on se focalise sur l'Irak. La série est toujours disponible sur MyCanal et je valide votre choix, Corentin Célin. C'est absolument remarquable et ça en dit long aussi sur les rapports entre les médias et la politique américaine. Voilà, c'était tous les conseils estampillés Série-Land. Vous avez de quoi tenir quelques jours en principe. Merci Margot pour toutes ces recommandations et puis merci à vous, Corentin Célin. Vos analyses sont à lire sur le site d'infolesjours.fr et sur Twitter. Ça ressemble souvent à un scénario d'une série et j'ai envie de vous dire bon marathon électoral à quelques jours de ces élections présidentielles. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique entendue dans une série. La phrase est signée Gabi, alias Eva Longoria dans Desperate Housewives. L'argent ne fait pas le bonheur. Faux, ça c'est des salades qu'on raconte aux pauvres pour pas qu'ils se révoltent. Dans le prochain épisode de Série-Land, je vous propose de continuer à parler politique, mais plutôt politique française. Grâce au scénariste Éric Benzécry, nous allons plonger dans les secrets de fabrication de la série Baron Noir. Série-Land est un podcast Europe 1 Studio, produit par ma présidente, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé avec mes conseillers Clémence Olivier, Margot Barallon, Magali Buteau et Tristan Barraud. Si cet épisode vous a plu, le prochain pourrait aussi vous séduire. Restez à l'écoute et puis surtout, parlez-en autour de vous, commentez, faites-nous part de vos retours, de vos séries préférées. Le groupe Facebook de Série-Land est là pour vous aussi. Attention, dans Série-Land, il y a une règle, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.